La réduction des risques dépasse l'approche médicale. La médicalisation ne fait pas tout. Les TSO, la cocaïne médicalisée aident à stabiliser les consommations. Mais la médicalisation peut aussi limiter le pouvoir d'agir des usagers. Respecter les usagers, c'est leur redonner le pouvoir de décider. Alors, sortir de la vision médicale, repenser les choses ensemble. Pour les traitements particuliers qui reposent sur des prescriptions de médicaments, ça peut être la méthadone, la buprenorphine ou justement l'héroïne, dans ces cas-là, l'accès aux médicaments est difficile dans beaucoup de pays parce qu'il y a une réticence à considérer, si je peux dire, que toutes ces substances, elles ont deux faces. Elles ont une face, disons, de consommation illégale et dangereuse, entre guillemets, et puis elles ont une face de médicaments. Toute approche en leur place. Elles doivent coexister pour garantir l'autonomie et la santé des usagers. Quelle est la place de la médecine, du personnel de santé dans la réduction des risques? Quelle est la place des autres intervenants dans le domaine social, psychologique? Comment est-ce qu'ils peuvent collaborer? Quels sont les avantages, mais peut-être aussi les risques d'une médicalisation qui serait davantage prédominante par rapport à une démédicalisation? S'il m'était posé à 10 ans, j'aurais été très abrupt, très radical en disant médicalisation. Il faut médicaliser. Pour plusieurs raisons. Parce que dans un premier temps, quand on commençait, il nous faudrait donner des garanties. Parce que l'addiction n'était pas encore considérée comme un problème de santé. C'était logé du côté de la délinquance. C'était un problème de justice, de loi. Hein? C'est des gens qui enfreignaient la loi. Donc il fallait réprimer et dire à ces gens d'arrêter. Donc il nous fallait donner des garanties pour dire aux autorités que l'addiction, c'est un problème de santé et les médecins ont un rôle à jouer pour préserver la santé des usagers, pour aussi les aider vers la réinsertion. Je pense que dans un premier temps, c'était ça. C'était vraiment quelque chose qu'il fallait faire pour rassurer et les autorités et les populations. Et ça nous a beaucoup aidé, cette médicalisation. Au début, au Sénégal, c'était les médecins qui étaient au premier plan. Mais les choses n'évoluaient pas. Mais quand les médecins se sont levés pour dire que maintenant, c'est un problème de santé, l'addiction, c'est un problème de santé, il y a des médicaments, il y a des traitements disponibles pour les aider. Les gens nous ont écoutés et on nous a permis de faire ce travail. Mais maintenant, on est en 2024. Les choses, entre-temps, ont beaucoup évolué parce qu'il y a eu d'autres intervenants, parce que aussi l'addiction, c'est un problème transversal, ce n'est pas seulement un problème médical. Effectivement, il y a des problèmes sociaux, il y a des problèmes juridiques. Ça nous a poussé à impliquer, ça veut dire que les médecins seuls ne vont pas régler ce problème d'addiction. Donc il faut que les autres intervenants aussi puissent tenir leur place. Les travailleurs sociaux, les éducateurs, les enseignants, même les forces de sécurité. Donc il fallait les impliquer, leur donner de la place pour qu'ils puissent jouer leur rôle, mais aussi les usagers eux-mêmes. Il faut les impliquer. Il y a des usagers qu'on a renforcés en termes de compétences, en termes de connaissances, etc. Et ils se sont constitués en association, en fait. Donc ils ont des compétences, ils font des interventions aussi auprès de leur communauté. Donc ce qui veut dire que de plus en plus, c'est un problème qui dépasse le secteur médical. En tout cas, pour l'instant au Sénégal, hein, c'est là où on en est. Ça dépasse le secteur des médecins et que bon, d'autres personnes aussi interviennent. Donc pour moi, c'est les deux, il faut les deux. Alors sur la question de la médicalisation en France, la situation est différente du Sénégal dans la mesure où dans les années 70-80, c'était plutôt les psychologues, les travailleurs sociaux qui étaient en charge de la prise en charge des usagers de drogue et quelques psychiatres, mais qui refusaient la médicalisation. Donc ils s'inscrivaient plutôt dans une approche psychanalytique et donc il y a eu beaucoup de controverses en France autour des traitements de substitution aux opiacés qui étaient considérés comme une médicalisation de l'usage de drogue et donc beaucoup de résistance. Ce qui a permis la médicalisation, c'est la crise du VIH-Sida,
Donc en fait, dans les années 80-90, il y a eu une hécatombe. Des milliers et des milliers de personnes sont mortes du VIH parce qu'on n'avait pas de réduction des risques en France et parce que le gouvernement français a tardé à mettre en place la réduction des risques. Et là, à l'inverse, il y a eu une médicalisation très importante avec l'arrivée des médecins généralistes qui se sont impliqués dans la prise en charge. Et puis au milieu des années 90, donc des traitements de substitution aux opiacés qui ont été diffusés, la méthadone, la buprenorphine. Et donc en fait cette médicalisation, la première chose à dire, c'est qu'elle a sauvé des vies. C'est-à-dire qu'il y a énormément de personnes qui ont pu être mises sous traitement de substitution, qui ont pu mettre à distance les injections pour certaines d'entre elles, se réinsérer. Et donc, les études scientifiques le montrent. En fait, la médicalisation a permis dans un premier temps de faire baisser le VIH et donc de sauver des vies. Donc ça, c'est vraiment un élément important. Le deuxième élément, c'est que la médicalisation, en tout cas dans les années 80-90, elle a permis d'envisager l'usage de drogue au-delà de la morale, donc ce n'était plus considéré comme une faute morale, et au-delà de la répression. C'est l'usager patient, malade, qui a été mis sur le devant de la scène plutôt que l'usager délinquant. Donc ça, c'est plutôt effectivement voilà, des avancées qui ont été permises par la médicalisation dans ces années-là, dans cette période de crise. Par contre, la médicalisation, elle peut aussi avoir des inconvénients, et donc on y est confronté un peu en France aujourd'hui, c'est-à-dire que mettre l'accent uniquement sur la médicalisation, ça peut avoir tendance à pathologiser l'usage de drogue, et donc à considérer que tous les usages de drogue sont problématiques, et ne pas voir que l'usage de drogue peut parfois être régulé, remplir des fonctions dans la vie des personnes, et même quand les usages de drogue donnent lieu à une dépendance ou une assuétude, la drogue peut aussi permettre, on le voit par le biais des témoignages, l'héroïne de permettre aux personnes de ne plus être en contact avec leur trauma, par exemple. Et donc, en fait, même dans les usages non régulés, il peut y avoir des fonctions qui sont liées aux drogues. Et donc, en fait, le risque de trop pathologiser l'usage de drogue, c'est de considérer que c'est systématiquement un problème, alors que ce n'est pas toujours un problème. Un seul mot, c'est effectivement l'interdisciplinarité. C'est de partager différentes professions, différents angles de vue. On a des lunettes différentes, on voit la problématique de manière différente selon notre formation, selon notre point de vue. Et donc c'est très important d'écouter tout le monde. En Suisse, c'est la même chose que ce qui vient d'être dit. Je crois vraiment que la médicalisation a été avant tout une stratégie politique. Une stratégie politique pour passer de l'usager criminel à l'usager malade. Et donc, comme ça vient d'être dit, ça a eu énormément de points positifs. Ça a sauvé des vies, ça a permis une certaine déstigmatisation, mais je pense que ça a posé des problèmes. Les problèmes que Marie vient d'avancer sur le côté stigmatisation, le côté... Voilà, le côté de mettre le focus uniquement sur des consommations très problématiques, voire des addictions, et d'invisibiliser toute une partie de personnes qui consomment de manière non problématique et qui, voilà, tout d'un coup sont considérées comme des malades. Et donc, qui dit également malade, dit à la botte d'un médecin. Puisque du coup, la personne qui décide pour nous, ce n'est plus le policier qui nous met en prison, mais c'est le médecin qui décide si on a le droit de consommer, de bien consommer ou pas. Qu'en est-il de moi-même? Est-ce que j'ai le droit de décider ma propre consommation? Et je pense qu'un deuxième point qui a posé problème dans les constats en Suisse, c'est de nouveau que c'est les deux faces de la médaille. Ça a à la fois permis une avancée fantastique et ça pose maintenant problème, c'est la question du financement. On a l'assurance maladie universelle en Suisse. Et donc, vu que la consommation est devenue une maladie, la direction du financement a été vers l'assurance maladie. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un financement individuel et une sorte de rétroactivité, de passivité. On doit être malade, on doit aller chez le médecin doit nous reconnaître malade, et là, on a le droit d'être remboursé. Alors que je pense que dans le domaine des addictions, il faudrait peut-être un financement plus collectif et un aller vers, être proactif avant qu'il y ait des problèmes. Parce que voilà, ça invisibilise aussi le fait de pourquoi on consomme, si on est précaire, si on a eu des traumatismes. Donc cette proactivité, à mon avis, elle est empêchée par ce mécanisme de financement via les assurances maladies qui sont très, très rétroactives. Compte tenu de ces avantages des deux côtés et des risques associés à seulement médicaliser,
Est-ce que vous pourriez parler de certaines pratiques où il y a collaboration? Comment on collabore entre les domaines médicaux, sociaux? Comment on implique les usagers? Est-ce qu'il y a des exemples concrets aussi de pratiques qui arrivent à une certaine forme d'équilibre ou minimalement de collaboration, puis avec quels avantages? Je veux prendre l'exemple des associations. Par exemple, ici, nous faisons beaucoup de dépistage. Le dépistage VIH, par exemple. Nous avons eu à former, je pense qu'il y a eu des médiateurs qui ont été formés pour faire des activités de dépistage. Donc, ils sont capables de... Ils l'ont fait, surtout par rapport aussi aux autotests. Il y a eu des autotests, on les a formés vraiment pour qu'ils puissent eux-mêmes d'abord tester leur père, mais aussi à même eux-mêmes s'autotester. Il y a eu des résultats. En faisant l'autotest, on a eu à booster le taux de personnes qui ont été dépistées. Et c'est eux-mêmes qui l'ont fait. Oui, alors peut-être déjà deux exemples. Un exemple historique justement sur les traitements de substitution. Qui ont été mis en place dans les années 80-90 avec la méthadone. Et donc là, c'était vraiment une action très médicalisée de dire on va donner de la méthadone pour réduire le craving et puis réussir à stabiliser, on voit déjà aussi le mot, à stabiliser les usagers. Ça a très bien marché pour une bonne partie des usagers et des usagères. Mais pour une autre partie, ils ont dit mais en fait nous ça nous convient pas parce que l'effet de la méthadone il est un effet plat en fait, il est justement un effet stabilisateur alors que moi ce que je recherche c'est vraiment un effet de la substance avec une montée, voilà. Et donc les médecins et les travailleurs sociaux et d'autres, les psychiatres ont discuté, ont dit bon en fait il faut qu'on donne de l'héroïne médicalisée. Et donc, a été mis en place en Suisse la distribution d'héroïne médicalisée qui permet, voilà, c'est aussi la différence entre le pilier en Suisse du soin et le pilier de la réduction des risques. De dire, voilà, dans la réduction des risques, le principe fondamental, c'est qu'on ne va pas essayer d'avoir une influence sur pourquoi la personne consomme et de modifier sa consommation. Si elle veut consommer pour avoir un plaisir, qu'elle le fasse. Si elle veut consommer pour se couper une douleur, qu'elle le fasse. Mais on va donner des moyens de le faire sans justement prendre trop de risques. Donc moi, il se trouve qu'en France, j'ai la chance de participer à un comité qui s'appelle Stupéfiants et Psychotropes, qui est mis en place par l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament. Et dans ce groupe, en fait, on donne des recommandations sur la mise en place des traitements de substitution, la mise en place des antidouleurs, par exemple, et les conditions de prescription. Et donc, dans ce groupe, il y a des associations de patients qui sont présentes, à la fois l'association ASUD, Autosupport des usagers de drogue, qui est une association historique en France qui a beaucoup joué sur le plaidoyer en matière de réduction des risques, et puis des associations de patients qui prennent des opioïdes pour lutter contre la douleur. Et en fait, moi, ce que je trouve très intéressant dans ce groupe, c'est que il y a des médecins, il y a des pharmaciens. Moi, je suis sociologue, je représente la partie sociologie et santé publique. Et en fait, du côté des médecins, des pharmaciens, souvent, je vois que ce qui joue un rôle important, c'est la question de la régulation, du contrôle des substances, et c'est normal, c'est leur rôle, donc ils sont très attentifs à ça. Mais par contre, ce qui est très important du fait d'avoir la participation des groupes d'autosupport, c'est qu'ils renvoient au quotidien à l'expérience des personnes, et en fait, à qui ces médicaments de substitution sont destinés, et donc, en fait, les groupes d'autosupport, les personnes concernées, permettent de faire un peu une contrebalance vis-à-vis du discours médical qui quand même est dominant dans notre société. C'est quand même souvent considéré comme un discours de vérité. Et en fait, les vérités, elles sont multiples. Et donc, avoir dans ce groupe l'expérience des patients qui nous disent « oui, mais si vous réduisez trop l'accès, au bout du compte, les personnes vont aller acheter sur le marché noir. On n'y pense pas obligatoirement, spontanément, quand on n'est pas concerné soi-même. » Donc, remettre l'expérience des personnes au centre des décisions politiques, je pense que c'est quelque chose d'important pour contrebalancer un peu ce discours de vérité absolue qui est vu souvent dans le pouvoir médical. On comprend tout de suite que la démédicalisation contribue à la prise en charge holistique de la personne usagère de drogue.
Ceci étant, est-ce que vous avez rencontré des défis dans les interactions entre le médical et le non médical? Et comment avez-vous géré ces défis? Dans les défis, comment aller de l'avant, sur comment comprendre pourquoi les gens consomment. Et on le voit maintenant avec l'arrivée peut-être des stimulants, du crack, que c'est en tout cas en Suisse beaucoup une crise de la précarité. Et donc la précarité, on y reviendra aussi dans un atelier tout à l'heure, ne peut pas être résolue par des médicaments. Et donc voilà, on m'a dit, un policier je crois m'a dit, mais en fait si j'avais une baguette magique et que je faisais disparaître les drogues, en fait il y aurait toujours des gens ici. Il n'y aurait plus de drogue, mais il y aurait quand même toujours des gens ici. Donc là, voilà, la collaboration entre le domaine médical et le domaine social, elle est centrale. Et notamment, on est en train de réfléchir à mettre en place ce qu'on appelle, je pense que vous connaissez aussi, le housing first, de dire une première chose est de donner un toit. Et peu importe le reste, on ne pose pas de questions, on donne un toit. Et on sait aussi avec la recherche que voilà, quand on donne un toit, il y a déjà beaucoup de choses qui vont s'améliorer, et la consommation qui va probablement être mieux maîtrisée par l'usager ou par l'usagère. Et puis, pour celles et ceux envers qui ça ne marche pas, eh ben voilà, il faut aller vers du plus médicalisé, des dialogues avec des psychiatres, des psychologues, etc. Le défi, c'est la formation. Et la formation, c'était d'abord les médecins qui étaient visés, les paramédicaux, c'est-à-dire les infirmiers, aussi les travailleurs sociaux, mais aussi les associatifs. C'était des formations comme ça qu'on a fait, qui ont débouché sur l'élaboration de modules de formation qu'on a élaborés en 2017 et qui a débouché sur l'ouverture d'un DU d'addictologie. Donc on a vraiment relevé comme défi vraiment de former, parce que former, ça permet de parler le même langage, ce qu'on appelle un cadre de concertation. Bon, on devait le tenir avant, mais après il y a eu tellement d'activités qui fait qu'on a dû repousser. On va faire un cadre de concertation où il y aura les institutionnels, où il y aura les associatifs, les usagers, les intervenants, et on va essayer de parler le même langage pour que sur le terrain, qu'on puisse avoir les mêmes pratiques. Et je salue vraiment l'importance, parce que la société civile est bien organisée. Je pense qu'ils ont développé ce qu'on appelle une unité mobile. Une unité mobile, comment vous appelez ça? Clinique. Voilà, excusez-moi, une clinique communautaire qui est en train de se faire, de se mettre en place et qui va impliquer vraiment différents trucs. Nous, ça va nous aider, par exemple, cette clinique communautaire qui est aussi mobile, qu'on pourrait, par exemple, intégrer et on peut essayer de, comment on dirait ça, essayer de mutualiser les moyens, parce qu'on sait que le défi, c'est les moyens aussi, les ressources. Voilà, donc il y a des choses comme ça. Au niveau associatif, on a eu du mal, parce que l'idée, c'était, on avait encouragé, en tout cas, on avait, Ousmane est là, fait un travail pour qu'il y ait des groupes d'autosupport. Là, vraiment, c'est un défi. Et on n'est pas parvenu à ça, pour plusieurs raisons. Et ça s'est mué en association identitaire. Donc, chacun essaie de défendre ses propres intérêts. Et je pense que ce n'est pas ça qui va faire avancer les choses. Je pense qu'il faut qu'on fasse ce travail-là d'harmonisation, ce cadre de concertation, qu'on puisse le mettre en place et continuer le travail pour pouvoir travailler ensemble et réussir tous les défis. Donc vraiment, le défi, challenge, c'est vraiment la formation, mais aussi c'est la mobilisation des ressources. Merci. Est-ce que j'ose voler la parole 10 secondes pour appuyer cela sur la formation, puisqu'on a mis en place un CAS en addiction interprofessionnel, justement en Suisse, et je pense que c'est très important pour illustrer ça, le dialogue commun ensemble. Donc je vais prendre le relais sur le mot que tu viens d'évoquer, Maxime, c'est-à-dire qu'au-delà de la formation qui est extrêmement importante, je pense que ce qui est très important, c'est de créer des espaces de dialogue. Parce qu'en fait, sur les questions de rapport médecins, professionnels, non médicaux, travailleurs sociaux ou personnes avec savoir expérientiel, souvent ce que moi j'ai pu voir dans le cadre du projet coopéré là, qui est mené par Opélia et Sud et dont l'INSERM auquel j'appartiens fait l'évaluation, en fait souvent il y a des peurs en fait. Des peurs, des représentations entre les différents professionnels et les personnes concernées qui ont un savoir expérientiel. Et
voilà, chacun peut avoir des représentations de la profession de l'autre, parce qu'effectivement, on a tendance dans nos sociétés à survaloriser le savoir médical, même si on a besoin des médecins. Hein. L'idée, ce n'est pas de dire qu'on n'a pas besoin des médecins, on a besoin d'eux, mais on a aussi tout autant, sur le champ des addictions, besoin des travailleurs sociaux, qui sont quand même beaucoup moins reconnus, en tout cas en France, hein, dans notre société, que les médecins, beaucoup moins payés et beaucoup moins valorisés dans la société. Je ne parle même pas donc, des personnes avec savoir de vécu, des personnes qui consomment des substances qui, elles, ne sont non seulement pas reconnues, mais très stigmatisées. Donc en fait, il peut y avoir des représentations comme ça, des peurs de travailler ensemble. Et donc, dans le projet Coopérer, il y a des espaces de dialogue qui ont été ouverts, où les professionnels, enfin l'ensemble des professionnels et les personnes avec savoir expérientiel vont se rencontrer et vont pouvoir être dans des situations où chacun partage ses expériences avec une volonté d'égaliser un peu les rapports et les savoirs. Et donc c'est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon universitaire, réduire les injustices épistémiques, c'est-à-dire, je pense que ça c'est quelque chose d'extrêmement important, faire en sorte que tous les savoirs soient considérés comme légitimes et complémentaires. On voit aujourd'hui, moi je le vois dans mes études, des refus de délivrance de traitement de substitution, de prescription de traitement de substitution, qui sont liés à la stigmatisation et à une forme de retour de l'ordre moral qu'on entend beaucoup en France, avec l'idée de dire se droguer c'est mal, donc certains médecins ou pharmaciens, donc on a beaucoup parlé de médical, mais je pense qu'on pourrait élargir au biomédical, donc les pharmaciens et les médecins parfois peuvent se sentir autorisés à dire je ne vais pas délivrer un traitement, je ne vais pas le prescrire parce que je considère que c'est encourager la dépendance. Peut-être je finirai par 2 points pour le futur. Le premier, c'est toujours la même chose, c'est le financement. Et pour le financement, c'est montrer l'efficacité. Peut-être que dans nos représentations collectives, on a cette idée que justement médical, c'est efficace parce qu'on a un médicament et ça soigne. Mais il faut montrer aussi l'efficacité de toutes les autres mesures et expliquer à la société qu'en fait, ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher de donner un logement. Parce que si on ne donne pas un logement, la personne va être peut-être encore plus malade, encore plus consommée. Alors là, on devra beaucoup plus payer pour s'occuper de cette personne. Et puis le deuxième point, c'est peut-être justement au niveau des usagers et usagères de l'autosupport, c'est donner un peu de pouvoir de faire plus de choses sans l'autorisation d'autres personnes. Et l'exemple que tu disais avec le VIH, je crois que c'est les tests de dépistage qui étaient avant un acte médical et qui tout d'un coup ont été mis en place par justement les communautés. Ils ont retiré ça en disant mais non, on peut le faire nous en fait aussi. Et ça, c'est peut-être une question sur laquelle il faut réfléchir et aussi voilà, redonner un empowerment là-dessus. Alors, je suis très, très, très ravi, hein, franchement, c'est le mot, d'assister à ce panel, parce que je suis très à l'aise avec les sciences sociales. Je suis médecin, et j'ai dit hier que plus vous faites de l'addictologie, vous vous rendez compte que le médecin n'a pas la solution. Ce n'est pas à lui où la solution est attendue. Ce n'est pas chez lui seul où la solution est attendue. Et ça pousse à la modestie, à l'humilité. Parce que de l'empathie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que comprendre que l'autre qui est en face de toi puisse penser autrement que soi. N'est-ce pas? En fait, c'est la première étape pour pouvoir dialoguer avec cette personne. Ce que je voudrais dire, c'est par rapport à la réduction des risques. Elle est large. Ce n'est pas centré seulement aux consommateurs de drogue, mais c'est une société. Moi, ce qu'il faut peut-être essayer de limiter, un peu tempérer, c'est cette hypermédicalisation. Moi, j'aurais préféré que tu parles d'éviter l'hypermédicalisation, mais la démédicalisation, ça veut dire que bon, on prend les médecins, tout ce qui est médicaux, on met de côté et on fait autre chose. C'est comme ça que j'ai compris. Et je pense que c'est un peu un titre aussi un peu provocateur quand on parle de démédicalisation. Moi, je pense qu'il faut, voilà, un tout, une prise en charge holistique, globale, comme on dit, et le patient qui est au cœur vraiment des préoccupations des différents intervenants. Ça touche qui? Ça concerne qui?
la médicalisation, ça touche qui? Ça concerne qui? En fait, est-ce que les consommateurs... Quand je parle en tant que consommatrice. Hein? Mais je me dis, est-ce que le consommateur n'a besoin que de la méthadone? Est-ce que c'est ça seulement qui fait qu'il arrête la drogue et puis point, barre? Non, il y a autre chose. Il y a des choses plus profondes que ça qu'il faut prendre en compte. D'accord, l'addiction est un réel problème chez le consommateur, mais il faut autre chose. Il faut autre chose. Et puis pour poser des actes forts, hein, pour venir en aide les consommateurs en général. C'est quoi le centre de la chose? C'est pas notre profession, c'est l'usager et l'usagère, c'est le besoin. Et si l'usager et l'usagère a besoin d'une cure ou de l'abstinence, c'est ce qu'il faut lui donner. Il ou elle a besoin d'un toit, c'est ce qu'il faut lui donner. Et c'est peut-être là la difficulté de votre travail, c'est d'arriver à comprendre les besoins de personnes en vulnérabilité sans lui imposer quelque chose. Et le dernier élément, c'est plutôt du côté politique. Moi, j'ai l'impression qu'en France, aujourd'hui, on est à une étape de la réduction des risques où la médicalisation peut être une forme d'alibi pour éviter de penser la réduction des risques comme une question sociale, comme une question politique, et donc parfois trop médicaliser, et donc dire nous on a tout bien fait en France parce qu'on a un des meilleurs niveaux au monde aujourd'hui de traitement de substitution aux opiacés, 8 usagers sur 10 qui fréquentent les centres de soins et les centres de réduction des risques sans sous-traitement de substitution. L'accès au traitement de substitution est très bon en France, mais ça nous empêche, en tout cas d'un point de vue politique, de penser la question des droits humains, la question de l'inclusion sociale, en considérant que les politiques ont fait ce qu'ils avaient à faire, puisqu'ils ont mis à disposition une version très médicalisée de la réduction des risques. Donc, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Et donc, voilà, je pense qu'une des limites de la médicalisation, c'est de prendre toute la place. Donc, il faut en fait trouver une médicalisation qui fait de la place aux autres acteurs et qui fait une forme d'alliance thérapeutique ou politique avec les personnes concernées et les autres acteurs du champ.